Bonjour tout le monde et merci d'être là pour la deuxième conférence de Film Manager lors de ces Elevator Fitness Club. Merci d'être présent. Aujourd'hui, on va parler Google Shopping et on va vous donner 10 conseils pour pouvoir optimiser vos performances. Je vous remercie d'être présent. Juste avant de commencer, un petit rappel de la règle du Fitness Club. On va faire cette présentation sur une vingtaine de minutes. Donc, je suis accompagné d'Edouard Vessière, qui est responsable de l'Abellium Bordeaux. Bonjour à tous. Et voilà, c'est Edouard. Et à la fin de cette présentation, vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation. Si vous pensez à quelque chose et que c'est important, vous notez vos questions directement dans le chat, dans les commentaires, et à la fin de la présentation, on aura un échange de questions-réponses. On a un petit souci sur le début de la presse, on n'arrive pas à ajouter Paul comme animateur. Paul, c'est lui qui m'accompagne sur les différentes présentations pour gérer justement les questions-réponses. Mais si ça fonctionne, sinon on fera ça tous les deux avec Edouard. Donc maintenant, l'Elevator Fitness Club, ça fait un petit moment, ça fait 2 semaines depuis le début du confinement que l'on a lancé cela. Donc l'idée, c'est des formations que l'on fait tous les jours, 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. L'objectif, c'est de vous permettre de découvrir de nouvelles expertises et de découvrir les différents talents que l'on a du groupe Label. Donc aujourd'hui, c'est moi et Edouard, on fait partie de l'agence Film Manager. Film Manager, c'est une agence du groupe Label qui a été créée il y a une dizaine d'années. Ça fait 6 ans maintenant il y a 6 ans, il y a 4 ans plutôt, on a rejoint le groupe Labellium. Film Manager est spécialisé dans la gestion et l'intégration de données structurées sur différents plateformes, donc Google Shopping en est une, mais on travaille aussi sur Facebook, sur Criteo, sur les comparateurs de prix, et on travaille aussi sur la partie place de marché, donc intégration des catalogues produits sur les places de marché. Donc aujourd'hui est présent donc moi, Maxime, qui est qui suis le fondateur de Film Manager et toujours son dirigeant. Je suis accompagné donc du coup d'Edouard, qui est responsable de l'Abellium Bordeaux, et de Paul, qui est account manager chez nous, sur la partie Film Manager. Donc avant toute chose, on va juste se rappeler les fondamentaux d'une diffusion sur Google Shopping, le fonctionnement de Google Shopping. Tout d'abord, sachez que cette conférence, elle est issue du livre blanc que l'on a publié il y a maintenant quelques semaines, qui est le guide exclusif Google Shopping par l'équipe Film Manager. Vous avez un petit bouton rouge en haut, vous pouvez le télécharger si vous voulez. Donc, livre blanc, on reprend tous les principes de fonctionnement de Google Shopping, on reprend aussi la partie CSS qui est un peu l'actualité des derniers mois sur Google Shopping. Et ensuite, on reprend ces fameux 10 conseils. Donc là, au-delà de faire une liste de ces 10 conseils, on va essayer d'aller plus en profondeur. Donc, les formats que l'on peut avoir aujourd'hui sur Google Shopping. Donc, Google Shopping, vous allez, en étant e-commerçant, mettre votre catalogue produit dans un outil, on va voir comment cela fonctionne, et à partir de Google Ads, on va pouvoir faire différents formats publicitaires. Le premier, le plus connu, si vous faites une requête genre rouge à lèvres, vous allez avoir des produits qui vous êtes proposés directement au résultat de recherche payante, et en générant un clic, vous arrivez directement sur la fiche produit. Le deuxième produit qui ressemble énormément à Shopping, c'est le Local Inventory Ads, qui est le même fonctionnement que Google Shopping, sauf qu'au-delà de donner votre stock dans votre produit magasin, vous allez donner votre stock de votre magasin physique. Et donc, du coup, vous allez être capable d'informer l'internaute que ce produit est disponible à quelques centaines de mètres ou kilomètres de lui. Il peut aller le chercher directement au magasin. Troisième format, c'est le format Showcase, qui est un format plus début de recherche. Donc, par exemple, là, on va taper agenda. On n'a pas une requête extrêmement précise et on va proposer un résultat sur une catégorie de produits au lieu de proposer un résultat sur un produit spécifique. Et enfin, le dernier format né il y a quelques mois, c'est le format Google Shopping Action, qui est une sorte de marketplace. Google n'aime pas qu'on appelle ça une marketplace, mais c'en est une, même si c'est pas le bon mot pour eux. Vous pouvez directement acheter, donc c'est Purchase on Google, donc vous pouvez, on peut acheter directement sur Google et se faire livrer chez nous directement. Donc techniquement, comment ça fonctionne? Donc vous avez
en étant e-commerçant, un site web avec un CMS, soit en propre, soit un CMS du marché. Donc il y a PrestaShop, il y a Magento, il y a Adobe, il y a Drupal Commerce, il y a WordPress Commerce, il y a le Commerce Cloud l'ancienne Demandware de Salesforce. À partir de votre CMS, on va extraire le catalogue produit, donc l'ensemble de vos produits, et on va aller l'intégrer dans un agrégateur de flux où vous allez peut-être pouvoir, si vous le souhaitez, envoyer votre catalogue produit directement dans le Merchant Center, qui est l'outil qui permet de faire tous les formats publicitaires que l'on a vus juste avant. Donc, à partir du Merchant Center, on va intégrer un catalogue produit et on va pouvoir savoir si Google est OK ou pas pour diffuser votre catalogue de produits. Et pour cela, Google va regarder votre catalogue, valider que vous remplissez bien toutes les informations qui sont nécessaires à votre diffusion, valider que les données sont correctes, puisqu'il va les comparer, on va voir comment tout à l'heure. Et une fois que votre catalogue est OK, à partir de Google Ads, et donc là, c'est plus la partie d'Edouard que celle de Feed Manager, vous allez pouvoir créer vos campagnes et diffuser vos campagnes directement sur le moteur de recherche Google avec tous les formats que l'on a vus tout à l'heure. Dernière chose, avant de passer aux 10 conseils pour optimiser ses performances Google Shopping, c'est quelque chose dont on a parlé sur notre conférence de lundi après-midi, c'est que la data est devenue la pierre angulaire de la santé d'un compte Google Shopping. Globalement, la data est devenue ultra importante et ça, les régies l'ont bien comprise. L'exemple très concret, c'est quand on décortique l'OptiScore, qui est le score de santé de votre compte sur Google Shopping, Google attribue une part de votre note très importante, sur la partie flux, donc ce qu'ils appellent l'asset. Donc, votre catalogue produit, s'il est qualitatif, si le Merchant Center considère que votre flux est OK, que vous n'avez pas d'avertissement, pas d'erreur, etc., votre catalogue produit a un niveau de qualité très important. Et la deuxième chose qui est importante dans votre note, c'est ce qu'on appelle l'access, donc c'est la qualité structure de votre campagne. Donc la manière dont vous allez organiser vos campagnes, on en parlera tout à l'heure justement, ça fait partie d'un des conseils qu'on vous donne et qui est extrêmement important dans l'attribution de votre note. Donc si vous remplissez déjà et vous cochez les cases en étant au maximum de la qualité sur ces deux notes, vous avez déjà 68% de qualité assurée sur la diffusion de vos campagnes Google Shopping. On va passer maintenant aux 10 conseils pour optimiser ses performances sur Google Shopping. N'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation, directement dans le chat, et on reviendra sur les questions en fin de présentation. Donc, notre premier conseil, en tant que gestionnaire de catalogue produit, c'est d'utiliser un agrégateur de flux. Alors, un agrégateur de flux, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous les ai mis tout à l'heure, qu'il y en a plein sur le marché. Il y a Lengo, il y a Shopping Flux, il y a Channel Advisor, Channel Pilot, Channel, il y en a beaucoup sur la place. Et en fait, ce qui est super intéressant à partir d'un catalogue produit, c'est que vous allez pouvoir extraire votre catalogue à partir de votre CMS, et plutôt que l'envoyer directement dans votre Merchant Center, vous allez pouvoir utiliser cet agrégateur. Et sur cet agrégateur, vous allez pouvoir faire tout un tas d'optimisations et tout un tas de modifications pour pouvoir faire en sorte que votre catalogue produit corresponde au standard qui est attendu par Google. Et vous allez pouvoir faire la même chose pour Facebook, la même chose pour Criteo, etc., etc. Et ce qui est super intéressant, c'est là, si aujourd'hui vous prenez votre catalogue produit, vous le mettez dans votre Merchant Center, vous allez sûrement avoir des avertissements et sûrement avoir des erreurs. Si vous voulez faire votre correction, vous allez devoir demander à votre IT de faire directement cette correction. Ça va demander une expression de besoin, ça peut être un peu long. Ces correctifs peuvent avoir des impacts collatéraux parce que cette modification-là va modifier aussi vos titres et vos descriptions qui sont utilisés pour votre référencement naturel, par exemple. Tandis que là, en prenant l'agrégateur de flux, en intégrant vos données directement dans l'agrégateur de flux, en les modifiant dans l'agrégateur de flux, vous allez pouvoir faire toutes ces modifications directement sur cette plateforme sans impacter et sans prendre de la ressource sur votre IT. Donc, premier conseil, utilisez un agrégateur de flux. Et vous allez voir que, en plus, à partir de ce conseil, on va pouvoir faire toutes les optimisations que l'on vous propose pour être performant sur Google Shopping. Deuxième conseil, optimisez votre flux de données. Ça tombe sous le sens, mais on va voir comment on peut optimiser ce flux de données. Première chose à faire, en sorte d'être conforme aux standards de Google. Être conforme, c'est-à-dire remplir tous les champs qui sont obligatoires sur le bon format que Google attend. Je prends un exemple sur le gender, qui est donc le genre. Google attend 3 valeurs, male, female ou unisex. Donc du coup, si vous donnez une data qui
qui est par exemple, je sais pas, 1, 2, 3 chez vous et pas male, female et unisex, du coup, le standard va pas être respecté, vous n'allez pas pouvoir être référencé sur Google. Idem au niveau de l'age group. Si vous avez juste adulte et enfant, vous allez pouvoir vous référencer. Par contre, ce ne sera pas optimum. Donc, ce serait intéressant d'avoir adulte, enfant, nouveau-né, adolescent, etc., etc. Toute la partie attributs. Donc, il y en a qui sont obligatoires, d'autres qui sont optionnels. Et cette chose va différer en fonction des catégories de produits. Par exemple, dans la mode, si vous avez des produits déclinés, la taille sera obligatoire. Sinon, on ne pourra pas voir quelle est la différence entre le produit A et le produit B. La couleur, si c'est la couleur qui est la variable de déclinaison, la couleur va être obligatoire. Donc, tous ces attributs vont être demandés par Google et vous allez devoir le faire et faire correspondre tout ça. Et donc, l'agrégateur est super intéressant parce que vous allez pouvoir faire cette correspondance entre vos champs, vos données et les données de Google. Deuxième chose, c'est une fois qu'on a coché les cases et qu'on est OK sur le fait de pouvoir être conforme au flux que l'attend Google, ça ne suffit pas. Il faut aussi être optimisé au niveau des contenus. En effet, si par exemple, au niveau de la couleur, génial, vous avez votre couleur et votre couleur marketing, chez vous c'est pomme, c'est verveine, c'est carmin, par exemple, eh bien, Google ne va pas comprendre. Google va comprendre rouge, va comprendre vert, va comprendre violet, mais ne comprend pas les couleurs forcément marketing. Donc, il y a un travail à faire dans la réécriture du contenu. On va voir plus en détail juste. Et là, l'exemple que l'on donne sur un titre aussi. On verra pourquoi c'est ultra important juste après. Et enfin, d'autres optimisations qu'il va falloir faire, c'est l'optimisation stratégique. Et on en reviendra là-dessus dans un autre conseil. Donc, l'idée, c'est comment je peux donner un maximum d'informations à Google. Donc, quand on parle d'optimiser les contenus, c'est comment je donne un maximum d'informations à Google de qualité et qu'il attend. En effet, Google Shopping, c'est un format publicitaire qu'on appelle keywordless. C'est-à-dire que vous ne choisissez pas les mots-clés sur lesquels vous allez apparaître. Vous choisissez les mots-clés sur lesquels vous ne voulez pas apparaître. Google choisit si vous apparaissez ou pas en crawlant votre donnée, en vérifiant votre donnée et en la comparant aux requêtes des internautes. Donc là, si j'avais envie de sortir sur crème pour les mains, eh bien, effectivement, si j'avais juste mis le nom du produit pour l'Occitane, eh bien, si j'avais pas le mot crème main ou crème pour main ou crème main carité, je ne serais pas ressorti. Google n'aurait peut-être pas jugé que ce produit était important pour ressortir sur cette requête. Donc, il va y avoir vraiment un boulot à faire pour nourrir l'algorithme et faire en sorte que l'algorithme choisisse ses produits pour pouvoir qu'il puisse avoir une bonne part de voix sur le marché. Idem, si je veux donner un titre à mon produit, il est important d'y ajouter toute la notion d'attribut. Par exemple, pour l'exemple de Kiabi, sur ce produit-là, on reçoit juste, nous, dans le flux source par cas courte. Et bien, c'est intéressant d'avoir par cas courte pour femme, taille 36, etc. Pour donner tous les attributs nécessaires pour que Google rende éligible notre produit sur la requête par cas courte jaune, par cas coton, par cas Kiabi aussi, c'est intéressant de pouvoir sortir, ou par cas femme. Autre chose, autre conseil important, automatiser les flux de données. En effet, il est extrêmement important que vous puissiez régulièrement mettre à jour votre donnée. Plus la donnée est fraîche, moins vous avez de risque de suspension. En effet, ce que fait Google, c'est Google, il regarde ce que vous avez comme données dans votre catalogue produit, et puis il va comparer ces informations sur votre site internet. On le verra tout à l'heure à travers les micro-données. Ce qui est important, c'est que vous puissiez régulièrement, surtout si vous êtes sur des stocks tendus, mettre à jour votre catalogue produit. Et donc ça, c'est complètement faisable directement depuis le Merchant Center. Mais bon, quand on utilise un agrégateur de flux, il faut que votre site internet soit à jour, qu'on puisse télécharger votre catalogue produit dans l'agrégateur régulièrement pour que Google puisse venir depuis l'agrégateur mettre à jour aussi les données directement dans le Merchant Center. Utiliser les données structurées. Donc, c'est devenu vraiment obligatoire aujourd'hui d'utiliser les données structurées pour être présent de manière efficace sur Google Shopping. En effet, les données structurées, donc ce sont des données que vous avez directement dans votre catalogue, dans votre site internet, dans votre code source, et qui permettent, quand on est sur une fiche produit, d'indiquer le titre, le prix, l'ID du produit, les frais de port, etc., etc., et le stock. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que Google va venir crawler régulièrement les pages de votre site pour les comparer aux données de votre catalogue produit. Et donc, si vous n'avez pas ces données structurées,
Google va avoir du mal à repérer, il va trouver un moyen de le repérer, hein, mais si vous l'orientez mieux, ce sera beaucoup plus facile pour Google de mettre à jour aussi directement vos données produits depuis, depuis votre site internet sur un format de crawl avec Google. Conseil numéro 5, c'est donc du coup segmenter les produits en catégories semblables. En fait, si vous voulez, vous avez vos catégories de produits que vous avez directement dans votre arborescence, mais vous avez aussi les catégories de produits de Google. Donc il y a une première chose à faire, c'est comment j'organise mon inventaire produit pour correspondre aux catégories de Google. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est j'utilise le product type. Le product type, c'est votre arborescence directement qui va me permettre d'organiser mes campagnes. Et puis enfin, on a une dernière chose qui est super intéressante, c'est ce qu'on appelle les custom labels, donc ou les custom labels, les labels en français. Et en fait, vous allez pouvoir labelliser vos produits. Ça peut très bien être des produits qui ne sont pas du tout de la même catégorie, mais ce label c'est un label marketing et qui va vous permettre derrière, quand on va intégrer votre catalogue dans Google Ads, de pouvoir organiser vos campagnes en fonction de différentes choses. Donc, on vous a mis différents exemples. Donc, on va pouvoir, par exemple, labelliser des produits parce que ce sont des top produits. Et donc, du coup, en mettant ce label top produit, on en a 5 qui sont disponibles dans Google Shopping, et ben, on va pouvoir catégoriser, je sais pas, 100, 200 top produits, des produits en chiffre d'affaires, des produits en nombre de ventes, pour pouvoir avoir une action de gestion différente sur ces produits-là. On va pouvoir le faire aussi sur le top événement, en disant, bah tiens, ça, ce sont mes produits pour Noël, mes produits Black Friday, mes produits pour la Fashion Week, pour pouvoir faire en sorte de pousser, d'avoir une action différente aussi sur ces événements-là. On va aussi pouvoir travailler sur, là, c'est plus en fonction de vos envies, vous allez pouvoir pousser ces différents types de produits. On en a plein différents custom labels. On peut aussi travailler des custom labels par price range, donc en fonction de tranches de prix. Et par exemple, se dire, bah, tiens, tous les produits en dessous de 20 euros, j'ai envie d'avoir une action particulière. Les produits qui sont au-dessus de 500 euros, j'ai envie d'avoir une autre action et une autre gestion de ma rentabilité au niveau des campagnes. Voilà pour la partie flux. Je vais maintenant donner la parole à Edouard sur la partie campagne. Alors, sur le conseil numéro 6, on découle vraiment du conseil numéro 5, qui est utiliser des outils d'automatisation. En fait, avec ce conseil, on va vraiment travailler sur 2 aspects de l'OptiScore, qui sont la partie Access, qui compte pour 36%, et la partie Automation, qui compte pour 10%. Mais avant de passer sur des outils d'automatisation, il est important d'avoir une bonne structure de campagne. On vous a mis ici un exemple de structure, qui est une structure qui part du haut sur des top produits, des opérations spéciales, vraiment des produits que vous voulez prioriser de votre côté, qui peuvent être priorisés sous plusieurs axes, sous un axe de marge, de saisonnalité, de vente, de chiffre d'affaires, ou tout autre critère qui vous paraît important. Ensuite, vraiment, le gros de mes campagnes, qu'on appelle les campagnes médium, qui vont être des campagnes segmentées par grande famille de produits. On vous a mis un exemple ici sur art de la table, canapé, fauteuil, repas, chambre, enfant. Et ensuite, en dessous, des campagnes qui sont de manière gérées en manuel, qui sont les campagnes flop produits. Les campagnes flop produits sont des campagnes où on va vraiment communiquer de manière différente sur des produits qui sont peu importants, voire peu rentables. Et une campagne tous les produits. La campagne tous les produits, une campagne qui reste très importante. C'est une campagne, comme son nom l'indique, qui va communiquer sur l'ensemble des produits. C'est vraiment ma campagne voiture balai, mais également ma campagne sécurité. Si un problème survient sur le flux, cette campagne prendra le relais et permettra de diffuser sur l'ensemble du catalogue. Donc avec cette structure, on peut partir sur une gestion manuelle. On va passer aujourd'hui là-dessus, mais c'est une structure qui s'adapte également très bien à la gestion via des stratégies d'enchères automatiques. Donc soit des stratégies d'enchères automatiques au CPA, donc au coût par acquisition, donc en soit le coût pour générer une vente, ou un target ROS, donc le return ad spend, donc vraiment le ratio entre le chiffre d'affaires généré et les coûts de la campagne en question. Donc en fonction de nos groupes de produits et de la priorité qu'on veut imputer à nos produits, on va avoir des stratégies d'enchères différentes avec des objectifs différents. Se dire sur des produits que je veux vraiment prioriser, je vais dire à l'algorithme d'aller chercher une rentabilité un peu moins élevée pour justement aller lui donner plus de liberté,
pour aller tester et aller chercher du volume. Et au contraire, sur des produits qui sont moins prioritaires, mettre une rentabilité cible très haute pour justement ne pas trop les prioriser et garder un contrôle sur mes performances. Le milieu de mes campagnes, donc mes campagnes médium, seront sur des CPA moyens ou ROS moyens. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent tous avoir le même objectif. Au contraire, on peut mettre des objectifs différents par catégorie de produits. Un coût d'acquisition entre un canapé et peut-être une assiette ne sera pas le même pour vous. En tout cas, votre objectif. Donc, l'objectif vraiment d'aller sur des stratégies d'enchères différenciées selon les catégories de produits. Donc, avec ce conseil, l'objectif vraiment travailler sur deux axes, l'access et l'automation, mais surtout développer l'automation de manière intelligente et d'une manière qui puisse aller dans votre objectif. Le conseil numéro 7, c'est d'ajouter des mots-clés à exclure, comme l'a précisé Maxime tout à l'heure. Google Shopping, c'est une solution keywordless. C'est vraiment ce qui est présent dans le flux produit qui va nous permettre d'apparaître ou non. Mais en tout cas, c'est une solution où on va pouvoir ajouter des mots-clés à exclure pour agir sur son CTR. On a pris l'exemple de raquettes. Se dire voilà, je vends des raquettes de tennis, mais en tapant raquettes, plusieurs choses peuvent ressortir. Quelqu'un qui peut chercher des raquettes de randonnée, des raquettes de badminton, etc. Donc des mots-clés à exclure pour s'assurer qu'on diffuse la bonne annonce à la bonne audience, pardon. Ce qui vous permettra, in fine, de réduire vos coûts sur des requêtes moins importantes ou voire pas pertinentes, et surtout d'augmenter votre retour sur investissement. Le conseil numéro 8, c'est d'avoir son taux d'impression à l'œil. Donc qu'est-ce que c'est que le taux d'impression? Le taux d'impression, c'est le nombre d'impressions que vous enregistrez sur le nombre total d'impressions que vous auriez pu enregistrer. Donc logiquement, un taux d'impression à 100%, ça veut dire que vous apparaissez sur 100% des requêtes autour de votre mais du coup d'avoir un taux d'impression très élevé est souvent synonyme d'un ROI qui est plus faible, ce qui est logique vu qu'on va vraiment chercher à avoir une visibilité maximum sur nos produits. Donc en fonction de vos groupes de produits, il est important de surveiller ce taux d'impression et de se dire voilà, sur mes top produits, je vais chercher à avoir un taux d'impression maximum, quitte à pouvoir dégrader mon ROI. Par contre, sur des flops produits, au contraire, je vais chercher des taux d'impression très faibles. Sur certains clients, on peut avoir des campagnes flop produits qui ont des taux d'impression inférieurs à 10%, mais l'objectif sur ces campagnes, c'est justement d'avoir un ROI maximum sur des produits qui sont plus compliqués de mon côté en termes en termes de marché et en termes de rentabilité pour moi. Et le conseil numéro 9, c'est d'avoir des campagnes fil rouge stables. En fait, ce conseil s'applique vraiment à mes campagnes qu'on a appelées médium tout à l'heure, donc vraiment par catégorie de produits. Quand on est sur des stratégies d'enchères manuelles, mais également sur des stratégies d'enchères automatisées, le fait d'avoir beaucoup de changements au sein de groupes de produits, au sein de campagnes, peut être néfaste pour les performances. Donc, les bons réflexes à avoir dans sa gestion, c'est dans un premier temps de pas trop sous-segmenter ses campagnes et d'avoir un nombre de produits assez conséquent pour pouvoir permettre à l'algorithme d'aller chercher, enfin d'avoir de la data déjà, et d'avoir une donnée d'historique importante, et surtout de pouvoir tester davantage. Quand on est sur des stratégies d'enchères en automatique, sur du target ROAS par exemple, l'objectif c'est de garder une stratégie et une cohérence dans son objectif et de pas changer son objectif tous les 2 jours. L'algorithme ne comprendrait pas et on se retrouverait plus à pénaliser notre campagne plutôt qu'à être sur un ROS stable au cours du temps. Donc en termes d'optimisation sur la partie ROS, vraiment faire des optimisations graduées et progressives, changer son objectif de 20 à 30%, mais pas de le doubler ou le tripler ou au contraire de le baisser de moitié. Les optimisations courantes qu'il faut avoir sur ce type de campagne, c'est vraiment des optimisations axées sur les termes de recherche pour agir sur son CTR et vraiment donner à l'algorithme les bons signaux pour se dire là tu dois apparaître, là tu ne dois pas apparaître. Et donc on voit un exemple qu'on vous a mis sur vraiment un client où on a un nombre de produits qui est assez stable sur le long terme, sur plusieurs semaines, avec un ROI qui au fil de l'eau progresse petit à petit avec vraiment des optimisations graduelles. On voit en début un pic, mais qui correspond aussi à la fin des soldes, donc qui est vraiment un moment à part. Mais en tout cas, sur le long terme, vraiment avoir cette stabilité de produit et cette optimisation graduée permet petit à petit d'aller chercher un ROI qui progresse bien. Et là, je rends la parole à Maxime.
Et donc, du coup, le dernier conseil que l'on donne sur l'optimisation des performances sur Google Shopping, c'est l'utilisation des avis clients sur les produits. Euh, alors, en fait, l'utilisation des avis fait partie de la note globale de l'OptiScore. C'est-à-dire qu'en utilisant le product rating de Google, qu'on peut l'activer directement dans le Merchant Center, là, je vous ai fait une petite capture écran de comment ça se voit dans Google Shopping. En activant le product rating, vous allez augmenter fortement votre note de qualité. Donc, j'ai récupéré quelques informations de quelques études qui ont été faites, une par SoLocal et une par Bright Local, et j'ai eu ce matin le dernier chiffre de la part de Google qui est beaucoup moins optimiste. Donc, les deux études parlaient d'une hausse entre 10 et 30%, qui est une hausse très optimiste et que je ne sais pas si on peut attribuer exclusivement qu'aux product ratings, mais en tout cas, Google nous communique plutôt une hausse entre 2 et 5% du CTR. Donc, c'est pas un énorme impact, mais c'est pas non plus ultra compliqué. Là, je vous ai mis la liste des partenaires qui sont éligibles au product rating avec Google. Je pense qu'il y a un grand nombre de ces outils que vous utilisez parce que c'est un outil assez commun, le fait de pouvoir récupérer des avis produits sur votre site internet. L'ajouter, en tout cas, ça améliorera votre note de qualité. Si votre note de qualité est meilleure, vous aurez une meilleure position dans Google Shopping. Si vous avez une meilleure position, vous aurez un meilleur CTR. Si vous avez un meilleur CTR, vous paierez moins cher votre CPC, vous aurez des campagnes plus performantes. Donc, du coup, intégrer les avis clients, c'est quelque chose que nous on fait régulièrement pour nos clients. Et en tout cas, c'est pas ultra compliqué à mettre en place si vous utilisez déjà une solution d'avis. Nous voici arrivés au bout de la présentation. Il nous reste 3-4 minutes pour des questions-réponses. J'ai une première question de Roxane qui me demande quel type d'optimisation et de modification nous pouvons faire via un agrégateur de flux, si on peut avoir des exemples concrets. Alors oui, on peut avoir des exemples concrets. On peut faire énormément de choses. On peut tout modifier. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller fiche produit par fiche produit et modifier n'importe quelle donnée directement depuis un agrégateur de flux. L'intérêt de l'agrégateur de flux, c'est de pouvoir faire des modifications en masse. Par exemple, vous allez pouvoir vous dire tous les titres de ma catégorie produit t-shirt s'écrivent maintenant en disant t-shirt, ensuite le gender, ensuite la taille, ensuite la couleur et ensuite ma marque. Et donc du coup, vous allez pouvoir faire des règles automatiques et des modifications en masse, catégorie par catégorie. Et dès que vous avez un nouveau produit t-shirt qui va tomber dans cette catégorie, il sera automatiquement réécrit avant d'être envoyé chez Google. Avec un agrégateur de flux, vous allez aussi pouvoir faire la catégorisation de vos produits. Vous allez pouvoir vraiment réécrire l'entièreté des contenus via des règles ou en dur directement depuis l'agrégateur. Je ne sais pas si ça répond à cette question, mais on va passer à une deuxième, à une remarque très intéressante de Vincent qui nous dit je crois que de mémoire, le target CPA n'existe plus sur Google Shopping. Et il me semble qu'il a raison. Il me semble qu'on a maximisé les valeurs de conversion. Voilà. En effet, tout à fait. Merci, Vincent a merci raison. Vincent. Autre question d'Aurore. Serait-il possible de recevoir la présentation? Bien sûr, on vous l'enverra juste après. Autre question. Est-il pertinent d'adapter son flux à ses leviers publicitaires? Alors, effectivement, c'est l'idée d'un agrégateur de flux. L'agrégateur de flux, c'est à partir d'un catalogue produit, on va pouvoir faire un flux qui va être utilisé pour Google Shopping, un flux qui va être utilisé pour Facebook et un flux qui va être utilisé pour Criteo. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire des optimisations différentes entre Google, Facebook et Criteo. Par exemple, Facebook et Criteo sont des outils qui ne se basent pas sur le contenu pour référencer vos produits, mais qui se basent sur un cookie qui va être posé pour pouvoir matcher votre ID produit de votre catalogue avec l'ID produit vu par un internaute. Et donc, du coup, là, on va vouloir agir sur le CTR exclusivement et faire en sorte qu'en un minimum de caractères, on puisse donner envie à l'internaute de cliquer sur le produit. Alors que sur Google Shopping, on est plus dans des optimisations à la fois de CTR, puisqu'on va avoir un bon taux de clic, mais aussi de contenu pour être bien référencé. Et ça va être la même chose pour Amazon, pour les comparateurs de prix. On va être dans des formats
et c'est ce qu'on expliquait dans notre conférence précédente, dans des formats pool. Donc du coup, c'est je suis un internaute, je fais une requête et donc là, je veux attirer l'internaute et orienter l'algorithme vers mes produits. Et je suis dans un format push. Et dans ce format push, bah, du coup, j'ai envie que l'internaute clique par rapport aux informations que j'ai dans mon catalogue produit et des optimisations dans ce sens-là. Combien coûte un agrégateur de flux nous demande Céline. Ça va de 40 $ par mois sur une petite solution type Feedonomics ou Data Fieldwatch à plusieurs milliers d'euros sur du Channel Advisor où on va vouloir faire à la fois du flux plat classique Google Shopping, Facebook, etc., mais aussi de la marketplace et ça en une quinzaine de langues. En fait, les paramètres qui sont utilisés par les agrégateurs de flux, c'est quel type de flux vous allez vouloir avoir, quelle est la taille du catalogue produit que vous avez, et quelles sont les différentes langues que vous allez vouloir adresser. En fait, ce qu'ils essayent d'évaluer, c'est la charge serveur qu'ils vont avoir pour pouvoir vous faire une proposition commerciale. Donc, il y a des petits agrégateurs du marché qui vous permettent de pouvoir faire le boulot. Le problème de tous ces agrégateurs, c'est que ils ne vous proposent pas la solution d'accompagnement. C'est-à-dire qu'ils vont vous proposer une solution SaaS. Vous créez votre compte, vous avez une solution sur laquelle vous vous connectez, et ensuite c'est à vous de faire les optimisations. Donc c'est aussi pour ça que Feed Manager existe. On s'est créé là-dessus. C'est qu'il y avait plein de solutions du marché, mais il y avait aussi beaucoup de clients qui étaient perdus, qui ne savaient pas utiliser ces solutions-là, et donc c'est pour ça qu'on existe. Autre question de Roxane, c'est peut-on aussi apporter des modifications d'image dans l'agrégateur de flux? Alors, non, pas directement. L'agrégateur de flux va vous permettre de choisir le champ image que vous voulez utiliser. Vous allez pouvoir utiliser le champ image 1, 2, 3 ou 4, si par exemple vous avez plusieurs champs images, mais souvent, le problème que l'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir des images qui ont soit une trop petite taille, parce que Google demande d'avoir des images d'une taille la plus grande possible pour améliorer l'expérience utilisateur. Et donc, du coup, plus l'image est grande, plus la qualité de l'annonce est bonne. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que souvent dans les URL images, il y a des paramètres. Donc, des fois, à la volée, nous, on est capable, via l'agrégateur de flux, de changer ce paramètre-là pour que l'image soit plus grande. Mais c'est pas forcément vrai chez tout le monde. Ça nous arrive aussi parfois qu'on ait une image, parce que sur le site internet, c'est comme ça que c'est fait, avec beaucoup de blanc en haut et l'image complètement en bas. Eh bien, pour un de nos clients, on a développé, nous, un script qui recentre l'image pour pouvoir faire en sorte que quand on donne l'information à l'agrégateur de flux, l'image soit bien faite et référencée correctement chez Google. Une question pour toi, Edouard, de Mathieu. Si notre custom label top produit est dynamique, même nombre de produits, mais pas forcément les mêmes produits d'un jour à l'autre, est-ce que c'est un problème pour la stabilité de l'algo de bidding? Alors question intéressante, en fait, en effet, ce qui est important, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est le nombre de produits. Donc si le nombre de produits bouge pas, forcément, si on reste dans le même ordre de grandeur, c'est pas un énorme problème. Par contre, ce qui va être intéressant, si on se retrouve avec des top produits, avec un catalogue qui contient beaucoup de catégories de produits et de la disparité de prix, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire des top produits par catégorie. Donc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, un top produit canapé et un top produit, je sais pas, art de la table, peut-être garder à ce moment-là des sous-top produits pour qu'il y ait une cohérence de prix et que les signaux soient au moins contradictoires entre différentes catégories de produits. Mais en tout cas, si on reste sur le même nombre de produits, en général, c'est pas gênant, en effet. Et en termes de fréquence de mise à jour, là Mathieu disait c'était un top produit qui se mettait à jour tous les jours. C'est intéressant. De manière générale, nous on met à jour une fois par semaine. Après, si c'est quelque chose qui peut être dynamique, c'est intéressant, mais en tout cas, en termes de nombre de produits, ça reste cohérent. En fait, ça dépend aussi de la rotation de votre catalogue produit. C'est-à-dire que si on a du nombre de ventes que vous faites, mais nous, ce qu'on aime bien, c'est faire un top produit sur 30 jours glissant et qu'on met à jour une fois par semaine, de façon à ce que on évite justement des fluctuations de nombre de produits, mais qu'on puisse donner pendant 7 jours un push sur les produits qui ont bien marché.
il y a juste un petit bémol sur la top produit. Il faut faire super attention dans les périodes de solde. On n'en a pas parlé avec Edouard tout à l'heure. Mais si on fait une campagne top produit en période de solde, on va se retrouver très rapidement avec des produits soldés et c'est normal dans les top produits. Euh, mais les produits soldés, souvent, on a des stocks assez volatiles. Et donc, du coup, c'est ultra important de mettre à jour régulièrement, pour le coup, dans la période de solde, le top produit. Et sur la fin des soldes, peut-être de désactiver cette campagne top produit ou d'exclure en tout cas les produits soldés, puisqu'on va se retrouver à avoir une campagne produit qui va avoir de moins en moins de produits, puisqu'en fin de solde, on a pratiquement plus de stock sur ces produits-là. Mais écoutez, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne journée. Et puis n'oubliez pas, cet après-midi, vous avez une autre conférence à partir de 16h. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Merci, au revoir.